Oui, donc je disais, on va commencer par regarder un peu comment a évolué la démographie, disons, depuis un peu plus de 2 siècles. Donc allez, on démarre, on était 1 milliard à l'époque napoléonienne, là, au moment de la création du Code civil en 1804. Et donc ensuite, 123 ans plus tard, on est déjà 2 milliards, 1927, donc au moment où Lindbergh traverse l'Atlantique. Et les délais se raccourcissent, puisqu'ensuite, c'est 33 ans plus tard, au moment des indépendances africaines, on est déjà 3 milliards. Donc là, j'imagine qu'on est un certain nombre ici, sinon la totalité est déjà née, enfin, peut-être pas tout le monde, mais presque. Vous voyez, on était 3 milliards. Bon. Et ensuite, ça se raccourcit encore, puisqu'on est à 14 ans plus tard, au moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça, moi, je me souviens très bien. On était 4 milliards. Ensuite, 13 ans plus tard, donc là, il y a un krach boursier en 87, on est déjà 5 milliards. Et puis, là, c'est 12 ans, on passe à 12 ans. Et en 99, donc au moment du naufrage de l'ELK, on est 6 milliards. À nouveau, 12 ans plus tard, donc au moment de la catastrophe de Fukushima, donc on est 7 milliards. Donc nous, démographie responsable, on est né en 2009. Et donc, on a fêté, entre guillemets, les 7 milliards ici à Paris, à Beaubourg. Et donc, aujourd'hui, en 2022, voilà, j'ai choisi cette photo. Et donc, on est 7,9, c'est-à-dire qu'on approche évidemment les 8 milliards. Et donc là, j'ai tout remis sur un tableau. Donc, vous voyez qu'il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années pour arriver au premier milliard. Et qu'aujourd'hui, ben, ce milliard, on le gagne tous les 12 ans. Donc c'est quand même assez vertigineux. Et sous la ligne pointillée, là, vous avez les projections de l'ONU. Alors, on reste sur les projections de 2019, de l'été 2019. Donc théoriquement, c'est tous les 2 ans. On aurait dû avoir des projections à l'été 2021, donc l'été dernier. Et à cause du Covid, eh bien, c'est repoussé. Alors c'était théoriquement repoussé en fin d'année, début d'année 2022, et en fait, je pense qu'on les aura qu'à l'été prochain. En fait, le Covid a perturbé les projections, à la fois du fait des décès. Alors, c'est pas tant de la quantité des décès, mais c'est de l'imprécision des décès. Hein. Dans un pays développé comme le nôtre, bon, déjà, on n'est pas sûr que tous les décès imputés au Covid soient vraiment ceux du Covid. Bon, donc il y a tout un débat. Mais au moins, on a quand même des décès. Mais si on prend l'Inde, les chiffres qui sont donnés peut-être sont sous-évalués de 10 fois. Hein. Donc ça perturbe énormément les démographes. Donc il y a cet aspect des décès, puis il y a même l'aspect des naissances. Hein, nous, pendant le confinement, les 2 premiers mois de confinement, il y a eu beaucoup de naissances en moins, entre 10 et 20%. Donc voilà, ça a beaucoup perturbé, ce qui fait qu'on est toujours vous verrez par la suite, on est toujours sur 2019, hein, on n'a pas les nouvelles projections. Et donc le 8e milliard, bon, bah, c'est début de l'an prochain, 2023, donc toujours sur un rythme des 12 ans. Ensuite, bon, ça va un petit peu se ralentir, puisque c'est 14-19, mais quand même, vous voyez que ça fait 2 siècles et demi, eh bien la population mondiale aura été multipliée par 10. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, je vous ai mis ce que ça donne tous les ans. Donc, tous les ans, ben, oui, il faut construire des villes, des routes, des entreprises, nourrir 80 millions d'habitants, ce qui équivaut, bon, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne ou de la Turquie, hein, qui ont des populations équivalentes. Donc ben, voilà, c'était une grosse charge pour la planète. Et donc, je vous ai mis aussi tous les jours, donc 215 000 personnes supplémentaires, donc l'équivalent, donc c'est naissance moins décès, Paris tous les 10 jours. Et donc, où va se trouver cette croissance de population? Eh bien, essentiellement en Afrique, et en Afrique intertropicale, donc entre les lignes brisées. Donc l'Afrique va récupérer donc 95% du croît de la population. Alors l'Afrique pour l'instant n'est pas surpeuplée, donc
pour l'instant ça va, mais en rajoutant, disons, c'est quasi 3 milliards au 1,4 milliard actuel, là franchement l'Afrique sera surpeuplée, du fait entre autres qu'il y a un tiers de désert quand même. Donc elle sera plus surpeuplée que l'Asie actuelle qui est surpeuplée et qui va encore gagner 80 millions d'habitants. Et puis sinon, les États-Unis, enfin disons le Canada, donc l'Amérique du Nord, les 120 millions, c'est pas terrible non plus, vu le niveau de consommation de cette partie du continent. Donc voilà pour ce qui est de ce qui va se passer. Et donc, ici, vous voyez, je vous ai mis la démographie au centre, et donc tous les domaines qui sont impactés par la démographie, en soulignant ce que je vais traiter, bon, ce que j'ai tout traité, hein, mais ce que j'ai prévu de traitable. Donc la question de la déforestation, donc là je le cite juste, hein, déforestation, biodiversité, pandémie, climat, eau douce. Donc les ressources fossiles que je ne traite pas, mais bon c'est une évidence, que plus on est nombreux, plus on élimine, on consomme ces ressources. La question de la surpêche, les pollutions pareilles, les terres arables qui diminuent, et le facteur migratoire aussi qui joue, hein, la démographie joue bien sûr dans le facteur migratoire. Et donc, je commence sur la déforestation. Donc, vous voyez, 80% est dû à l'agriculture. Voilà, parce qu'il faut évidemment nourrir la population nouvelle qui arrive, et puis mieux nourrir la population qui est déjà là. Hein, parce que bon, sinon on est à peu près correctement nourri, ou du moins en quantité, pas forcément en qualité, mais enfin dans les pays développés, il y a des pays où il n'y a toujours pas assez de nourriture. Hein. Donc la déforestation, le reste, je vous ai mis routes, barrages, activités minières et urbanisation. Alors le faible taux d'urbanisation, en fait, oui, ça c'est l'urbanisation qui se fait directement en lieu et place de forêt. Alors évidemment, c'est pas énorme, hein. Mais en réalité, l'urbanisation, c'est beaucoup plus que ça. Je vous ai mis, en 1950, 30% de la population vit en ville. Et donc en 2050, donc c'est une projection là, mais donc un siècle plus tard, 70%. Donc si vous prenez, je vous ai mis le calcul en bas, les 70% des 9,8 milliards, moins, etc. Donc ça fait 6 milliards d'urbains qu'il a fallu caser ou qu'il aura fallu caser en un siècle. Donc vous imaginez bien que, d'une part, évidemment, l'urbanisation, c'est au niveau des gaz à effet de serre, c'est pas terrible, mais en plus, les villes sont construites dans des endroits, bon, si on prend Paris par exemple, tout autour, au départ, c'est très fertile. Et puis maintenant, voilà, je ne sais pas s'il y a 30 ou 40 km d'étalement urbain, donc toutes ces terres agricoles ont été éliminées, disons artificialisées, et donc c'est ces terrains-là qu'il faut récupérer éventuellement sur un autre continent, hein, dans un autre pays ou sur un autre continent, et qui va obliger en fait à déforester. Donc ici, je vous ai mis la perte nette, donc c'est-à-dire qu'il y a des pays qui perdent, évidemment, il y a des pays qui gagnent. Hein. Alors nous, en France, on dit traditionnellement qu'on gagne quand même en forêt, bon, pas forcément en bonne forêt, mais enfin bon, ça se reverdit, mais il y a des pays qui font des efforts, donc je ne veux pas encenser la Chine, mais oui, en vert, donc ça c'est très clair. Et puis des pays qui perdent, donc c'est connu, hein, il y a le Brésil, le Nigeria, la Tanzanie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Philippines, ouais. Non, là c'est l'Indonésie, pardon, toutes ces petites îles là. Donc perte nette, ah oui, 50 000 km² par an, la France c'est 552 000, l'Ouest c'est la France tous les 10 ans. Donc on perd ce couvert forestier. Et donc je vous ai mis donc justement l'île de Bornéo, hein, qui est en grande partie indonésienne. Donc vous avez le couvert forestier qui est éliminé au fil du temps, donc il ne reste pas grand-chose. Bon, l'Amazonie, bien sûr, c'est connu, hein, on en parle des incendies, et puis sinon, les incendies, souvent d'ailleurs, sont faits exprès. Donc voilà. Et donc, le problème de la déforestation, indépendamment de ce qu'on a dit, c'est l'extinction des espèces. Donc ici, vous avez en regard les deux courbes, hein, la courbe d'augmentation de la population, donc en bleu, et puis en orange, marron, là, les extinctions d'espèces. Donc vous voyez que les deux courbes sont parallèles. Alors il faut savoir que les extinctions d'espèces, c'est tout à fait normal, hein, qu'on perde des espèces et qu'on en gagne de nouvelles. Le problème, c'est que les scientifiques disent qu'on est
disons, entre 100 et 1000 fois plus que dans le cadre normal des choses, quoi. Alors évidemment, le fait que les deux courbes soient en parallèle, bon, c'est pas une preuve absolue, hein, mais enfin c'est quand même troublant. Et donc je vous ai mis un certain nombre de couvertures de journaux. Donc ici, c'est Le Monde. Donc vous voyez le problème en fait de la biodiversité. Bon, il y a vraiment les espèces emblématiques, donc la mégafaune, avec laquelle il est vraiment dur de cohabiter. Donc ici, évidemment, les éléphants. Bon, même s'ils sont relativement pacifiques, mais enfin c'est quand même un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez que George Orwell, quand il était comment dire, au colonie, il était policier, il a été obligé de tuer un éléphant une fois, il était vraiment très, très mécontent de lui, mais bon, voilà, l'éléphant fichait le boxon dans une ville, enfin une grande ville, quoi. Donc ici, bon, perte d'autres animaux sauvages. Donc c'est le titre qui nous intéresse parce que ici, la perte des ours blancs est liée donc essentiellement au réchauffement, donc qui lui-même est lié, on verra, à la démographie, mais donc c'est indirect. Et donc la mégafaune. Alors oui, donc souvent on prend l'exemple des tigres. On a perdu 97% des tigres depuis le début du XXe siècle. Alors là, pour le coup, le tigre, c'est clair, on ne peut pas vivre avec. Donc, voilà, plus on s'étend, donc on élimine des forêts, on les fractionne, etc. Donc, tous ces terrains de chasse, et idem un peu pour les autres animaux. Alors, ceci, la biodiversité, c'est pas simplement la mégafaune, hein, c'est évidemment toute une série d'autres espèces. Donc, il y a les oiseaux, là, même ici en France, on entend moins. Tout ce qui concerne les insectes, donc ce sont les oiseaux d'insectes. Donc vous connaissez tous l'exemple quand on allait, quand on était gamin en voiture dans le sud. Bon, ben, déjà on pétait plusieurs jours, mais en plus il fallait sans arrêt nettoyer le pare-brise. Maintenant, moi c'est au moins l'avantage, c'est qu'on n'est plus obligé. Bon, voilà. Et donc oui, alors bon, ben, là-dessus j'ai terminé. Et donc je passe aux épidémies. Alors les épidémies, bon, traditionnellement on a toujours su que la démographie avait une influence, mais quand même, comme on a été frappé de plein fouet par cette épidémie de Covid, on s'est quand même intéressé au sujet. Alors, ce qu'on va voir tout d'abord, c'est l'origine des épidémies, et ça ne concerne pas forcément le Covid, hein, les origines que je vais citer, mais j'y reviendrai après. Donc on a parlé de la déforestation, et donc vous voyez ici, donc on a un exemple de déforestation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tout cet ensemble d'espèces qui sont juste à gauche, qui va se retrouver du fait de la déforestation dans un espace beaucoup plus petit. Et à ce moment-là, donc, ça va augmenter donc, cette densité d'espèces et les relations entre les espèces. Donc elles sont plus proches. De toute façon, vous savez, bon, par exemple, l'histoire du loup, il a besoin d'un certain espace. Au-delà, d'ailleurs, ils quittent l'espace, et donc ça explique d'ailleurs la réintroduction du loup en France. C'est au bout d'un moment, ils étaient donc en Italie, en Espagne, et au bout d'un moment, bon, quand il y en aura trop, donc ils se déplacent. Bon, ben là, on les force en fait à se reconcentrer. Donc effectivement, donc, des contacts et du stress. Et donc ça facilite le passage des agents pathogènes d'une espèce à l'autre. Donc vous avez en haut la chauve-souris, donc, qui est vraiment une espèce, un réservoir de virus, hein, donc plusieurs centaines d'espèces de mammifères de chauve-souris, et donc qui peut transmettre à l'occasion, effectivement, d'une espèce à l'autre, enfin d'une chauve-souris à une autre espèce sauvage, du fait donc de ça. De la même façon, vous avez la chasse et la consommation de viande de brousse, qui permet effectivement aussi le passage d'une espèce à l'autre, voire des espèces animales aux humains. Et donc quand on a ce franchissement, on parle de zoonose. Hein. Donc c'est quand on transmet un virus, une bactérie, enfin un agent pathogène d'un animal à l'homme, c'est une zoonose. Alors ici vous avez le fameux pangolin, enfin qui, si ça se trouve, n'est pas responsable du Covid. Hein. Enfin pour le coup, il est vraiment consommé illégalement. Hein, donc pour sa chair, et puis les écailles servent en médecine traditionnelle.
C'est totalement bidon, mais donc ce qui se passe, c'est que évidemment, plus on va être nombreux, bah, plus la demande va être importante. Hein, et puis plus il va y avoir de braconniers aussi, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres activités possibles, en fait, etc. Donc, et alors, ces marchés d'animaux sauvages, vous en aviez, alors même si c'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais vous en aviez à Wuhan, hein, la ville où est apparu le Covid. Donc c'est une ville de plusieurs millions d'habitants. Vous imaginez à Paris un marché d'espèces sauvages, en plus quasiment d'espèces interdites, enfin c'est un truc de fou. Alors, autre possibilité de passage des virus aux humains, ce sont les élevages industriels. Donc là, on a un exemple qui est très répertorié, c'est le virus Nipah, qui donc vient de chauves-souris frugivores, donc, qui ont perdu leur aire naturelle à cause de la déforestation, et donc qui sont venus se réfugier aux alentours d'élevages de porcs en Malaisie. Et ensuite, avec les excréments, donc ils sont tombés au sol, ben, les cochons les ont récupérés et sont tombés malades. Ils se sont mis à tousser, donc c'est un petit peu comme c'est transmis par les aérosols. Et donc là, les éleveurs ont été infectés, et ensuite des animaux ont été transportés, etc. Enfin là, on a vraiment un exemple de zoonose. Là, c'est du béton. Le Covid, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais, mais là, pour le coup, Nipah, on le sait. Alors, autre possibilité de transmission, c'est ce qu'on appelle les perturbations environnementales. Donc, ils sont liés là aussi à la démographie, hein, puisqu'en fait, on a besoin d'alimenter, donc ça c'est le barrage d'Assouan, en électricité ou éventuellement de faire des canaux d'irrigation. Et là, on a un développement de maladies vectorielles. Hein. Donc, le vecteur, c'est le moustique. Et donc là, évidemment, vous avez de nouvelles zones humides. Et donc là, le virus qui a été transmis à cette occasion, c'est le virus de la veille du Rift. Autre perturbation liée aux rizières. Donc là, pareil, hein, rizière, on a besoin d'alimenter de plus en plus de monde, surtout en Asie. Donc extension des rizières et donc zone humide. Et là aussi, un moustique, le Culex, là, qui transmet ce qu'on appelle l'encéphalie japonaise. Alors, oui, donc, alors ici, ce que je vous ai dit au début, hein, donc halte, Covid, rien n'est sûr pour le Covid. Si ça se trouve, c'est justement un échappement de laboratoire. Mais je ne dis pas que c'est cette thèse-là, hein, je vous dis simplement que c'est tout à fait possible. De toute façon, quand je vous mets intervention malencontreuse, on sait très bien que l'hépatite C s'est développée donc en Égypte il y a déjà plusieurs dizaines d'années, du fait de campagnes de vaccination qui ont été mal organisées. Et donc là, on a transmis le virus en faisant les piqûres, hein, parce que les seringues n'étaient pas stérilisées. Bon. Donc voilà, ça peut arriver hein, que ce soit l'homme, enfin l'humain, qui transmette un virus. Bon. Et donc, les virus apparaissent en grande partie dans les pays asiatiques. Hein, l'exemple, enfin, la plupart des zoonoses arrivent d'Asie, du fait qu'il y a encore beaucoup de forêts et que le continent est très densément peuplé. Donc, je vous ai mis dans le cadre. Hein. Avant ces densités des élevages, donc vous imaginez que quand un virus apparaît dans un élevage comme celui-là, monospécifique, bon là tout le monde y passe et donc c'est abattage massif. Hein. En Asie justement, vous avez très souvent donc la ville au centre, les élevages en périphérie et puis la forêt en dernier. Vous voyez, ça fait des cercles concentriques et évidemment ces élevages sont un pont entre en fait la forêt et donc les espèces, les virus et les êtres humains. Donc toute cette partie ne concerne pas forcément le Covid, mais à partir de là, oui. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où apparaît l'épidémie, elle est de nos jours transmise très, très rapidement. Vous voyez, en 12 heures ou même 24 heures, disons, du fait du trafic aérien, vous pouvez passer d'un continent à l'autre.
Avant Covid, le trafic aérien, c'est entre 4 et 5 milliards de déplacements individuels dans l'année. Donc vous imaginez, c'est une aubaine hein, pour un virus. Idem pour le trafic maritime, qui est extrêmement développé, avec là éventuellement des passagers clandestins. Hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir des rongeurs, évidemment, dans les cales. Vous pouvez avoir bon, des flaques, ou, enfin de l'eau avec des moustiques. Donc ça, c'est aussi répertorié. Le chikungunya, c'est comme ça qu'il s'est transmis. Ou dans les pneus de voiture, c'est très dur de vider un peu dès qu'il y a de l'eau. Donc ce trafic maritime a toujours existé, bien entendu, hein, depuis que les humains commercent, mais enfin bon, de nos jours, c'est sans comparaison. Donc vous avez ici un peu de trafic, une photo satellite, j'imagine. Et donc, le stade de la pandémie, c'est-à-dire que bon, à un moment donné, donc, ça a quitté le pays d'origine, donc que ce soit l'Asie ou l'Afrique même. Et on arrive dans des concentrations urbaines très importantes. Vous avez ici, donc c'est la région parisienne. Donc j'avais refait le calcul, en gros c'est un carré de 30 km de côté. Donc voilà, donc d'ailleurs ici, pendant toute une période quand même, c'est de la région parisienne où il y avait le plus de cas. Bon, il y a eu aussi des zones où on s'y est très mal pris, bon, Mulhouse, etc. Mais enfin en général, ces densités de population ont un rôle énorme. Et puis aussi le mode de vie. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce style de vie a été proscrit pendant un an. Bon, d'un autre côté, voilà, si vous avez une épidémie, il y a moyen soit d'agir efficacement, soit d'agir, disons, avec pas mal de maladresse. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. Bon, je ne vais pas revenir sur la question des masques, qu'on continue à brûler en début de pandémie. Voilà, donc il n'y a pas que l'aspect naturel et la densité de population. On peut aussi mal s'y prendre, je ne reviens pas dessus. Donc dans l'histoire, oui, donc je vous ai mis, donc vous avez les chasseurs-cueilleurs, donc évidemment la viande de brousse, bon, ça fait des milliers d'années hein, qu'on essaie d'en trouver. Et donc, mais ce qui se passait autrefois, les densités de population étaient assez faibles, donc si une tribu était affectée, bon, ben, elle était décimée en partie, ou en totalité, je ne sais pas, mais ça ne passait pas aux autres tribus de côté. Hein. Ensuite, vous avez les débuts de l'élevage, de la culture et de l'élevage en Mésopotamie, donc là, il y a eu évidemment des épidémies, puisque on était en contact avec les animaux. L'autre photo, ben, c'est la peste noire, donc 1346, je crois. Donc là, vous avez eu peut-être la moitié de la population européenne qui a été décimée. Ensuite, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a institué les quarantaines. Donc ça a assez bien fonctionné pendant plusieurs centaines d'années. Et puis en fait, il y a eu un problème vers 1700 à Marseille. Donc on a laissé, on n'a pas bien respecté la quarantaine. Et donc là, l'épidémie s'est diffusée dans, disons, ce qu'on va appeler maintenant les Bouches-du-Rhône. Et seulement là, on a mis l'armée pour éviter que les gens sortent du secteur. Et donc on a réussi à juguler l'épidémie. Et puis la dernière photo, c'est la grippe espagnole, vous voyez aussi. Donc la grippe espagnole qui a fait plus de décès que la guerre, que la Grande Guerre elle-même. Hein. Voilà. Et donc la première photo vous l'avez au début, là, puis donc ici je vais changer, je vous ai mis ces deux femmes. Alors, certains épidémiologistes parlent d'une épidémie de pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de zoonoses. Donc vous avez ici la liste, là, qui a été faite par l'Institut Pasteur. Alors évidemment, de nos jours, on est assez bien outillé, hein, donc on est capable de séquencer les virus et plein d'autres choses. Et donc le fait de les rechercher, ces virus, c'est normal qu'on en trouve de plus en plus. Mais même malgré ce biais, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a de plus en plus d'épidémies, même si on les gibule, hein, si on arrive à ce qu'elles se développent pas trop. Quoi.
Alors, la question peut se poser, est-ce que le réchauffement climatique joue un rôle d'ores et déjà? Alors, là, tous les scientifiques ne sont pas d'accord, mais enfin, disons oui, un peu d'une certaine façon. Alors, pour le Covid, d'ailleurs, ça pourrait être l'inverse, hein. Mais pour certains autres, disons tout ce qui est maladie vectorielle, oui. Parce que les moustiques, comme ça se réchauffe, ont tendance de remonter du sud au nord assez facilement. Donc, ils remontent, disons, je ne connais pas le chiffre, mais disons, on va dire que ça peut être quelques kilomètres par an. En réalité, ça peut aller beaucoup plus vite quand ils sont dans des véhicules. Hein, donc, ça c'est vraiment connu. Il y a des moustiques, là, le moustique tigre, qui peut se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres. Bon, alors, est-ce qu'il va tenir le coup s'il est tout seul? Je ne sais pas, mais enfin, toujours est-il que ça commence. Mais avec le réchauffement climatique, c'est clair que les épidémies se développeront plus rapidement. Et donc, comme je parle du réchauffement climatique, là, je vous ai remis. C'est ce qu'on avait fait il y a quelques années, donc c'était un travail d'artiste. Là, on voyait que des petites flammes là, qui réchauffaient. Et donc, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors oui, vous avez ici la courbe d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, donc qui reste très stable pendant jusque, disons, vers l'ère industrielle et ensuite qui part en flèche. Bon, cette capture d'écran, je l'ai fait il y a quelques années, donc là, les 380, je ne sais pas si vous les lisez, mais maintenant, on est au-dessus de 400, hein, partie par million. Et donc, en parallèle, je vous mets la courbe d'augmentation, vous voyez, c'est exactement la même, de population. Donc voilà, donc la corrélation, toujours pareil. Il se trouve que ça ne prouve pas que ce soit directement lié à la population, il faut d'autres éléments quand même pour que ça fasse une certitude. Et donc, ce que je vous ai mis ici, ah oui, déjà je me suis concentré sur le dernier siècle, hein, ça part de 1900. Donc vous voyez qu'on a un parallélisme, mais ça part quand même un petit peu plus vite du fait des consommations qui croissent, hein, plus vite aussi que la population. Et donc, alors ensuite, plutôt que de parler d'émissions carbone, on parle maintenant, enfin vous avez dû entendre parler d'empreinte. Alors l'empreinte, en fait, ce sont les émissions internes, plus des émissions qui sont liées aux produits importés, c'est normal qu'on nous l'impute à nous et pas aux Chinois, bon. Et moins les émissions qui sont liées, qui ont été provoquées pour les produits qu'on exporte. Bon, on est bien d'accord, donc maintenant on parle d'empreinte carbone. Et donc là, vous avez les empreintes carbone, donc là elles sont en hectares, hectares globaux, on s'en fiche, ce sont des hectares. Et donc là, ce sont donc des empreintes individuelles, et donc vous avez les premiers pays, donc Qatar, etc. Et donc je suis descendu jusqu'à la France, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on regarde ici? Tout d'abord, vous voyez, vous avez tous ces petits pays du Golfe, les monarchies, donc qui sont très en avance, disons. Donc je vous les ai fait ressortir. Je vous ai mis ensuite donc, les pays développés, donc tout petit Luxembourg, enfin bon, USA, Canada, Australie, Israël, Belgique, etc. Bon, les autres, je ne les cite pas. Mais donc, c'est ce qu'on s'attend à trouver, hein, ce sont les pays développés qui, au niveau individuel, ont des empreintes les plus importantes. Et donc, on arrive avec la France, de 9, vous avez la moyenne 1,7. Donc, ça c'est connu, donc vraiment il y a des efforts à faire, c'est pas la question. Mais quand on voit ça, on n'a pas la notion de la démographie, hein. Pour avoir la notion de démographie, il faut partir d'un instant T, puis aller jusqu'à T plus delta T. Bon. Donc, pour pouvoir travailler et vraiment montrer l'effet de la démographie, eh bien moi, vous allez voir par la suite, je suis parti en fait des années 70, donc c'est sur une cinquantaine d'années. Alors pourquoi les années 70? Parce qu'en 68, vous avez la parution de l'ouvrage La bombe P de Paul Ehrlich, hein, et puis en 72, enfin c'est la date que j'ai retenue, c'est le rapport Meadows. Hein. Donc je me suis dit, tiens, si on pense 50 dernières années, on était 4 milliards, on l'a vu tout à l'heure, hein, en 70, si on s'était arrêté, bon c'est impossible de s'arrêter du jour au lendemain, mais enfin, disons, si je prends l'augmentation de la population depuis cette date, qu'est-ce que ça a provoqué en termes d'émissions, en termes d'empreinte carbone? Et donc on regarde ici, donc vous voyez, c'est l'empreinte carbone liée à l'augmentation de la population depuis 70.
Eh bien, les trois premiers pays, bon, on pouvait s'y attendre, hein, Chine, USA, Inde. Alors on regarde la Chine, ben, une empreinte moyenne, voilà, qui est au-dessus de, enfin, une empreinte qui est au-dessus de la moyenne, qui est déjà assez conséquente. C'est vraiment l'empreinte des Chinois, hein, c'est pas les émissions. Là, on leur impute que ce qui leur revient. Une augmentation de la population de plus de 600 millions. On savait que ça fait que 70% d'augmentation, enfin quand même 600 millions. Et hop, ils sont super en tête, hein, avec 1500, donc c'est millions d'hectares. USA, très forte empreinte, alors là pour le coup vraiment très forte empreinte, et augmentation de la population, ben 121 millions, donc c'est quand même assez important. Hop, ils sont en deuxième position. L'Inde, très faible empreinte, hein, 0,5 c'est vraiment pas grand-chose, mais par contre, très forte augmentation de la population, ils sont en troisième position. Bon, ils font peut-être que, disons, un tiers même moins, hein, qu'un tiers de la Chine, mais c'est quand même ce pays qui est en troisième position. Et donc, je vous ai fait ici une petite somme, et j'ai comparé à l'empreinte supplémentaire de tous les pays du monde depuis 1972, et on se retrouve avec 53% des émissions mondiales. Rien que ces trois pays, 53% des émissions mondiales. Donc on pourrait presque s'arrêter là, on a la preuve qu'en fait l'augmentation de la population a provoqué 53 des émissions, enfin pour ces trois pays, des émissions supplémentaires. Mais on va quand même plus loin parce que c'est intéressant, il y a des pays qu'on ne se doute pas de trouver. Donc vous avez un premier, enfin au milieu là, donc ça commence par l'Arabie Saoudite, la population a été multipliée par 5. Bon là c'est énorme, alors, bon c'est le miracle entre guillemets économique de l'Arabie Saoudite. Hein. Donc vous voyez, tout le monde est un peu autour de 100 millions. Hein. Et puis des pays alors dont on ne parle jamais, hein, Iran, Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Turquie, personne n'imagine qu'ils sont en partie responsables, même devant nous. Nous, je suis allé jusqu'au bout, on est en 19e position. Ben, beaucoup plus responsables que nous des émissions. Hein, alors pourquoi alors, soit parce qu'ils ont une empreinte qui est relativement élevée, bon, de 1 pour l'Iran, soit c'est plutôt la population qui a joué un rôle, hein, comme le Mexique ou le Brésil, 117 millions. L'Afrique du Sud, c'est plutôt l'empreinte qui a joué. Et puis, les derniers, donc là on retrouve effectivement des pays développés. Pourquoi l'Iran, j'ai pas compris, pourquoi l'Iran ils ont une empreinte significative? Alors ça c'est pas mon sujet, mais l'Iran utilise beaucoup les ressources pétrolières, tout simplement. Hein. Ils ont des ressources pétrolières, donc ils brûlent. Ah bien sûr, oui, ah oui, là c'est vraiment l'empreinte. Hein. Bon, éventuellement ce qu'ils importent, mais actuellement je ne pense pas qu'ils importent énormément de choses avec les contraintes là, on appelle ça. Ben, peut-être qu'ils se débrouillent mal, oui, ils brûlent, quoi, ils brûlent. Hein. Ça c'est l'empreinte, c'est l'empreinte carbone, hein, attention, hein. C'est pas l'empreinte écologique. Hein. C'est l'empreinte carbone. Ah ben ils brûlent, oui. Ils brûlent du pétrole, je sais pas, voilà, ils ont des... Oui, oui. Ah non, mais là, c'est répertorié, hein, c'est pas moi qui... Je me suis pas amusé à inventer quoi que ce soit. Hein. Voilà, mais pareil, pourquoi le Mexique à ce moment-là? Si vous me posez la question, pourquoi l'Iran, pourquoi le Mexique? Non, mais justement, c'est important de voir que ces pays... bon, moi, je ne veux pas incriminer qui que ce soit, mais on n'en parle jamais, on a l'impression que c'est uniquement les Occidentaux qui polluent, hein, qui émettent du carbone. Non, pas du tout, ces pays intermédiaires, du fait de leur développement. Il y a vraiment un développement économique en Iran, au Brésil, etc. Hein. En Afrique du Sud, c'est clair, ils faisaient partie des BRICS. Et donc, dans le dernier, enfin, les derniers pays, là, jusqu'à la France, donc là, on retrouve évidemment des pays développés, dont la France, en dernier, mais voilà, l'Indonésie, le rôle, si vous voulez, depuis les années 70 de l'Indonésie, de l'Égypte, de la Malaisie, du Pakistan, de Thaïlande, est supérieur au rôle de la France en termes d'émissions. Alors pourquoi ben, l'Indonésie, ouais, c'est très forte augmentation de la population, Égypte aussi, hein, parce qu'elle a été multipliée par 2, bon, le Pakistan aussi, hein, le Pakistan est encore en explosion démographique, donc c'est multiplié par 2,8. Et puis la France, donc avec son empreinte qui est bon, déjà quand même assez forte, hein, 2,9 empreinte carbone, et une augmentation de la pollution de 15 millions, on se demande bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça nous donne, ça fait qu'on est en 19e position. Bon, derrière, hein, il y en a encore 150, hein, mais je ne vais pas vous farcir ça.
Évidemment, nos 44 par rapport aux 1500 des Chinois, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà, ça correspond à... c'est pas pour ça qu'il faut pas faire d'efforts. Voilà, donc je vous ai mis ici, donc ici j'ai fait une espèce de bilan où vous avez le total des empreintes pour la planète depuis 70. Donc vous voyez ces 3 premiers pays à eux seuls. Je rajoute ici donc les autres pays, donc les 19. Alors 19 parce qu'on va jusqu'à la France, hein, ce 19 il est totalement arbitraire, c'est uniquement. Donc là on est à 33%. Et puis tous les pays du monde, donc 41% donc des émissions actuelles. Hein. Ce n'est pas le bilan des émissions année par année, hein, c'est les émissions actuelles dues à cette augmentation de la population. Et donc ça fait 41%. Alors quelque part, on pourrait dire, bah, tiens, c'était même pas la peine de faire ça. La population elle a doublé, donc on devrait arriver à 50%. Bah, justement, on n'arrive pas à 50%. Pourquoi? Parce que la population a doublé, mais là où il y a une très forte augmentation, par exemple dans des pays d'Afrique, justement, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Donc c'est normal qu'on soit inférieur. Hein. Mais quand même, on montre par là que dans les 50 dernières années, ben, en fait, le gros responsable, c'est l'augmentation de la population. Hein. Donc tous ceux qui nous disent non, non, c'est les riches qui polluent, la population ça joue pas, ben là on a vraiment la preuve que sur les 50 dernières années, voilà, on me dira que ça fait que 41%, c'est quand même énorme. Hein. Donc la notion qui a été... Bon, il y a eu la conférence de la population du Caire, donc je crois que c'est en 1994, où pour s'opposer aux gens qui parlaient de population, on a dit ah non, mais le meilleur contraceptif, c'est le développement. Alors, c'est pas entièrement faux, hein, c'est effectivement quand les pays se développent, il faut moins d'enfants. Mais quand ils se développent, ils émettent. Parce que globalement, vous voyez, donc quand on parle d'empreinte, alors l'empreinte pays par pays, donc on fait plus, moins, plus, moins. Mais quand on rajoute toutes ces empreintes au niveau de la planète, bah, ça devient les émissions. Hein. Parce que là, tous les plus, moins, c'est limité. Et donc j'avais dit que je vous parlerai de l'eau douce, donc j'introduis par une photo là, qui a été prise en Inde. Alors, le problème de l'eau douce, c'est qu'en fait, on dispose de façon régulière de 40 000 km3 d'eau douce par an. Donc c'est en fait la différence entre les précipitations et l'évaporation. Et donc vous avez les deux courbes, hein, l'augmentation de la population, donc on parle de 1950, donc c'est 2,5 milliards, et puis 7,5 milliards, hein, ça je l'avais fait il y a quelques années. Et puis ben, l'eau douce, les 40 000 km3, et hop, qui décroissent. Donc on dispose au départ de 17 000, 17 000 m3 d'eau par personne et par an, et puis on descend, évidemment, puisque c'est le même gâteau, on descend un peu en dessous de 6 000. Donc voilà, c'est directement lié à l'augmentation, la disponibilité. Et donc je vous ai mis ici les seuils hydriques de l'ONU. Donc on voit bien la flèche hein, là, entre 1950 et... Donc oui, j'avais fait en 2017, c'est déjà vieux. Donc on est toujours quand même dans le bleu au niveau de la planète. Hein. Et donc les seuils de l'ONU, vous voyez, donc il y a vulnérabilité, stress et carrément pénurie. La zone critique, là, donc entre stress et pénurie, c'est 2700 litres d'eau par personne et par jour. Alors, c'est évidemment pas l'eau domestique, hein. C'est toute l'eau qui sert l'irrigation, l'industrie, etc. Hein. Sinon, 2700 litres. Voilà. Et donc, ensuite, on regarde pays par pays. Donc, en 1950, eh ben, vous voyez, ça se passe pas trop mal encore. Hein. Il y a guère que, donc c'est Algérie, Tunisie, Libye et puis une grande partie de la péninsule arabique, qui donc est déjà en état de pénurie. Dans le reste du monde, ben, ça va. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie locale due à un mauvais usage des eaux ou à des pollutions, le fait qu'on ne peut pas pomper dans telle ou telle rivière, ou même qu'une partie de l'eau est détournée, etc. Hein. C'est pas idyllique, mais disons que chaque pays possédait une quantité d'eau douce renouvelable suffisante d'après les seuils de l'ONU, donc ça c'est en 50. Donc après il suffit, hein, c'est assez facile, enfin c'est un peu fastidieux, mais enfin heureusement il y a Excel. Et donc on peut voir que toute l'Afrique du Nord, donc, et puis la péninsule arabique,
Et puis on a déjà certains pays qui sont en rouge et d'autres qui passent en stress. Donc c'était en 2017, hein, donc, quand j'ai fait ce travail. Et puis je travaille ici avec les projections de 2050. Donc là vous voyez que l'Afrique commence à être vraiment, vraiment dans le rouge. Et aussi la partie, disons, ce qu'on peut appeler sous-continent indien, c'est-à-dire Pakistan, Inde. Et l'Angleterre? Oui, alors bah, déjà, effectivement, vulnérable, ouais, absolument. Donc oui, on peut, oui, si on est vraiment intéressé, on peut aller fouiller la question. Mais là, je me suis contenté des chiffres qui sont donnés, hein, et respectez bien. Et puis donc pour 2100, donc les projections de 2100, bon, tout à l'heure je parlais de l'Afrique, continent qui n'était pas surpeuplé, mais là, au niveau de l'eau, il y aura vraiment de très très gros problèmes. Alors ceci étant, il faut bien voir que on peut très bien être en pénurie et s'en sortir bien. C'est le cas comment dire, de l'Arabie Saoudite. En fait, l'Arabie Saoudite est en pénurie, mais ce qu'ont trouvé les Saoudiens, c'est d'aller, c'est pas les seuls d'ailleurs, c'est de pomper dans les nappes phréatiques. Hein, donc le problème, c'est qu'ils pompent au-delà de ce qui est renouvelable. Donc en fait, ils les assèchent. Donc le problème, il est reculé alors de plusieurs dizaines d'années, mais il y a un moment donné, ils auront tout de même pour la Libye. Donc ça c'est une solution. Une autre solution donc qu'on pratique déjà dans les pays développés, hein, c'est en fait de construire, d'utiliser des canaux d'irrigation. Moi je suis dans le sud, on est alimenté par l'eau des écrins, hein, donc grâce au barrage de Serpenson. C'est fini. Autrefois les gens du sud ils se contentaient des sources, hein, donc Jean Florette, etc. Et puis éventuellement des ruisseaux, enfin, sauf qu'ils étaient souvent à sec en été, mais bon, là, de nos jours, c'est fini, quoi, avec X millions d'habitants. Mais ça, c'est possible dans des pays développés qui peuvent vraiment faire ces grands travaux. Il y a des pays où c'est un peu difficile. Après, vous avez aussi la possibilité du dessalement d'eau de mer. Le problème du dessalement, c'est que ben, c'est très coûteux énergétiquement, donc il va falloir chauffer l'eau. Donc là, vous utilisez du pétrole, on va dire rapidement. Et puis ensuite, vous la refroidissez en tube au-dessus, hein, de façon à ce que on repasse de l'état de vapeur à l'état d'eau. Et donc là aussi, vous utilisez des énergies. Ça explique d'ailleurs comment dire, le grand déficit. C'est une des raisons du déficit des pays du Golfe. Hein. Après, il y a une solution un peu. Bon, il y a toutes les solutions qu'on utilise ici, c'est-à-dire l'assainissement. Hein, ou alors on réutilise plusieurs fois la même eau en la rendant, disons, propre. Enfin, et puis on la remet comme ici, comment dire, pour la Seine. Donc on la récupère en amont. Donc ça, Marie, il faudrait nous expliquer. Donc il y a des bassins, des cantations, etc. On l'utilise et puis ensuite on la rejette et puis à rond et refont la même chose derrière. Bon, mais là aussi c'est quand même coûteux. Hein. Dans les pays développés ça va, mais dans les pays en développement c'est difficile. Et puis après vous avez une solution en miracle, c'est ce qu'ils font à Singapour. Mais Singapour ils sont 5 millions d'habitants, c'est une banque, hein. Enfin ils sont pas que ça. Et donc ils ont énormément d'argent, c'est de vous utiliser la même eau tout le temps. Il y a un tiers de l'eau potable de Singapour voilà, qui est récupérée, on la boit, bon, ils rajoutent ce qu'il faut dedans en minéraux. Mais oui, c'est des cas vraiment individuels, enfin, qui sont très coûteux et qui sont utilisables par des pays vraiment riches et développés. Donc voilà, il y a effectivement des moyens de s'en sortir, mais enfin, qui ne sont pas simples. Il faut aller vivre en Russie, en fait, c'est ça. Ah oui, là, la Russie, pour ça... ouais. Mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que dans la partie occidentale de la Russie, il n'y a pas de problème. Hein. Là, c'est l'ensemble. Ah, c'est sûr que la Russie, c'est immense, on se demande pourquoi il a besoin de des petits confettis là. Voilà, et donc qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, donc, bon, bah, ici j'ai terminé. Oui, donc je termine. Ce que j'ai voulu montrer là, en fait, c'est que, bon, vous l'avez vu, hein, dans cette diapo, il y avait toutes ces petites patates là, c'est de montrer que la démographie joue quasiment partout, du fait effectivement de la croissance de la population, et essentiellement de cette croissance, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est cette croissance depuis les années 70. Alors, on aurait pu à ce moment-là faire vraiment quelque chose, et puis là on a explosé, on a doublé,
Et ce sera très dur de revenir en arrière parce que autant comme on a vraiment augmenté très vite, vous avez eu ces 12 ans répétitifs, c'est ultra rapide. Si on voulait, si on veut d'ailleurs, hein, mais enfin si on voulait décroître, on ne peut pas décroître à cette vitesse, ce serait catastrophique de décroître à cette vitesse. Donc vous voyez, le drame, c'est à la fois d'avoir augmenté la population de cette façon, et que si on veut la réduire, il faudra la réduire, je ne sais pas, mais tous les 12 ans, peut-être de 100 ou 200 millions, pas plus. Et déjà, ce serait très dur économiquement. Hein, donc vraiment, donc nous, à démographie responsable, on est évidemment pour plafonner plus vite que ce qui est prévu, hein, puisque le plafonnement, c'est 2100, hein, c'est à la fin du siècle. Ceci, ça arrivera vite, on ne sera plus là. Donc on veut plafonner, mais on veut décroître aussi, et c'est pas simple. Tout comme d'ailleurs la décroissance économique n'est pas simple non plus, hein, je pense. Mais la décroissance démographique posera vraiment des problèmes, mais bon, oui, on est obligé, parce que là, nous, on a fait les calculs à la suite de l'appel des 15 000 scientifiques, là, il y a 2-3 ans, et on arrivait entre 3 et 4 milliards. C'est-à-dire moins que la moitié, en fait. Hein. Pour vivre, disons, avoir une chance de survivre sur, on va dire, le moyen terme, hein, encore quelques centaines ou milliers d'années, donc il faudrait vraiment redescendre à ce niveau-là. Alors moi, Voilà. j'ai une question, mais